C'est un bonheur de revenir à Nantes après donc un automne très camusien. Je reviens à mes anciennes amours, Victor Hugo, qui reste des amours vivantes. Mais auparavant, je voudrais, puisqu'on est encore au mois de janvier, vous souhaiter à tous une très belle année. Et là, je reviens à Camus, qui dit qu'il y a du malheur à ne pas aimer. Alors bien sûr, c'est difficile quand on n'est pas aimé, mais il dit le grand malheur, c'est de ne pas aimer. Alors je vous souhaite d'aimer. À plein. Alors, les romans de Victor Hugo, vaste programme, et c'est ça qui me vaut de venir 5 fois vous voir. D'emblée, j'ai écarté les 2 romans de jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, mais ils entrent peut-être moins dans cet ensemble que je vais essayer de dessiner pour vous. Je donne quand même leur titre. Bug Jargal, qui se passe en Haïti au moment de la révolte des esclaves, et Anne d'Islande, qui, comme son nom ne l'indique pas, se passe en Norvège. J'ai écarté aussi, pour de toute autre raison, les 2 récits que Hugo écrit aux environs des années 30 autour de la peine de mort, l'extraordinaire Dernier jour d'un condamné et le non moins extraordinaire Claude Gueux. Mais là encore, c'est peut-être quelque chose à part. Donc j'ai gardé les 5 grands romans de Hugo qui couvrent plus de 40 ans de sa production. Notre-Dame de Paris en 1832, Les Misérables en 1862, Les Travailleurs de la mer en 1867, L'homme qui rit en 1869 et 93 en 1873. Alors je vais tout simplement prendre un roman par séance. Et je vais tout simplement essayer de l'éclairer pour vous donner envie de le lire ou de le relire, comme si je frayais un chemin dans quelque chose qui n'est pas tout à fait une jungle, mais enfin quand même, Victor Hugo, c'est compliqué. Et donc à chaque fois, j'essaierai d'une part de le situer, de contextualiser dans la vie de Victor Hugo. Ça permettra aussi de redire des choses sur lui. Et puis d'en souligner, très souvent, ce sera la dimension romanesque, la dimension politique ou historique et la dimension philosophique. Donc vous voyez, c'est tout simplement à chaque fois une introduction à. Il s'agit vraiment de vous donner des clés pour le lire et non pas de vous donner une vérité. Ce n'est pas du tout mon propos et je pense que ce serait totalement prétentieux. Alors, Notre-Dame de Paris, d'abord les circonstances. Ce jeune Hugo, il est né en 1802. Qu'est-il en 1832 ? Je prendrai plutôt 1830 puisque c'est le moment où il est plongé complètement dans l'écriture de ce roman. Il a 28 ans, mais depuis 2 ans au moins déjà, il est le chef de file de cette nouvelle littérature qu'il ne se nomme pas encore elle-même romantisme. Ce sont ses détracteurs qui disent « ce sont de fichus romantiques ». Eux ne se nomment pas, ils disent « la nouvelle littérature ». Il est le chef de file du romantisme parce qu'il s'est déjà affirmé en poésie et surtout dans le théâtre. Puisqu'en 1830, on a eu Hernani, et cette fameuse bataille d'Hernani, dont il était le général en chef, et qui était en fait la victoire dans le domaine théâtral de l'esthétique nouvelle par rapport à l'esthétique classique. Ce jeune homme a baigné dans les convictions monarchistes que sa mère lui a inculquées. Mais il est devenu, au fil de la Restauration, ce régime qui a pris la suite de l'Empire, de 1815 à 1830, avec Louis XVIII puis Charles X, il a pris une distance de plus en plus critique par rapport à cette monarchie-là, qui n'a pas réussi à se rénover. Du coup, il est de ceux qui ont vibré aux 3 Glorieuses, c'est-à-dire les journées de juillet 1830, qui ont mis un terme à la Restauration et ont tenté d'inventer une nouvelle monarchie, une monarchie constitutionnelle, avec Louis-Philippe, et c'est la monarchie de Juillet. Donc, c'est au moment des 3 Glorieuses et dans les débuts de la monarchie de Juillet que Hugo compose Notre-Dame de Paris.
Disons quelques mots simplement sur ce qu'il deviendra ensuite. Pendant toute cette monarchie de Juillet qui dure jusqu'à la Révolution de 1848, il a une position très étonnante, très subtile. À la fois, il fréquente le château, parce qu'il est quasiment un intime du duc et de la duchesse d'Orléans, mais en même temps, il est très critique par rapport, par exemple, à la censure royale. Et bientôt, très critique par rapport à l'évolution sociale. Il amorce cette évolution vers des positions républicaines, évolution qui se couronnera pendant la Seconde République en 1848 et 1849. Alors, c'est pendant cette époque-là qu'il écrit le roman, d'abord, j'allais dire très prosaïquement, pour des raisons financières. Il s'est marié, il a eu plusieurs enfants coup sur coup, et le jeune ménage n'a pas d'argent. Et le père, sa mère, n'a pas d'argent non plus. Je ne dis pas qu'elle est pauvre, mais elle ne peut pas lui en donner. Et le père de son Adèle, qu'il a conquis de haute lutte, lui avait dit « Tu auras Adèle si tu gagnes ta vie ». Ça veut dire débrouillez-vous. Bon, il faut qu'il gagne sa vie. Et la poésie, il n'y a pas de droit d'auteur bien constitué encore à l'époque. Et son éditeur, très content de ses recueils poétiques et et des pièces de théâtre, mais les pièces de théâtre ne rapportent pas grand-chose à l'éditeur, lui dit un roman. Il nous faut un roman, et tenez, faites-nous un peu quelque chose comme ça à la Walter Scott. Walter Scott écrit depuis quelques années en Angleterre, il a un succès monumental, et ses œuvres, c'est très rare à l'époque, sont traduites presque immédiatement en français et ont aussi un succès monumental en France. Donc son éditeur lui dit, ça s'appelle un libraire à ce moment-là, lui dit, allez, faites-nous un petit peu un roman à la Walter Scott, allez, roman historique, débrouillez-vous. Bon, il le faut, il faut gagner de l'argent, il s'y met. Mais c'est jamais seulement pour cela avec Victor Hugo. C'est que justement, il sait qu'il a assis sa position et la position de la nouvelle littérature dans la poésie, dans le théâtre, reste à inventer quelque chose qui serait peut-être le roman de cette nouvelle littérature. Alors il s'y met. On sait tous les livres qu'il emprunte à la Bibliothèque royale, des dizaines, plus de 100, et il se met au travail. Et voilà que la Révolution de 1830 éclate. Et il vibre, je vous l'ai dit, à cette révolution, sauf qu'il est déjà en retard. Et alors, il accepte un marché avec sa femme, elle met sous clé tous ses habits, il a une houppelande, il ne peut plus sortir. Si, c'est vrai. Et alors, l'histoire est peut-être trop belle. Il prend une bouteille d'encre, vous savez, on écrit en trempant la plume d'oie dans l'encre, et la même bouteille d'encre fera tout le manuscrit. Qu'il aurait pensé, mais encore une fois, l'histoire est trop belle, mais qu'il aurait pensé intituler, donc, ce qu'il y a dans une bouteille d'encre. Et dans une bouteille d'encre, eh bien, il y a, quand on s'appelle Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Esmeralda, Quasimodo, etc., etc. C'est vraiment très beau. Il n'empêche qu'il écrit ce roman, mais il reste à l'affût de ce qui se passe dans la rue. Et mon maître, Jacques Sébacher, sous la houlette duquel j'ai travaillé, a fait un travail extraordinaire sur ce manuscrit pour montrer, parce que Hugo date tous ses manuscrits, pour montrer comment, pendant cette révolution de 1830, Hugo change non seulement le plan, mais du coup la signification profonde de son roman, et lui donne une dimension politique qu'il n'avait absolument pas au point de départ. C'est-à-dire que Hugo, il n'est pas le seul, a bien compris que ce qui se passe dans cette révolution de 1830, c'est la fin de la monarchie absolue de droit divin. Alors vous allez me dire, on va remettre un autre roi. Plus rien à voir. Ce n'est plus un monarque absolu, il n'est plus de droit divin, il n'est plus sacré à Reims. C'est fini. Et il s'appellera le roi des Français et non plus le roi de France. La conception du pouvoir changera totalement. Donc, Hugo sait que la monarchie absolue de droit divin est en train de terminer. Et en remontant dans le Paris du XVe siècle, ce qu'il va mettre en place, et il bouge un tout petit peu ses dates, c'est les débuts de cette monarchie absolue, c'est-à-dire les débuts de Louis XI.
Et on le voit faire intervenir, et pour cela bousculer complètement le plan de son livre, faire intervenir Louis XI dans le livre lui-même. Louis XI apparaît à 2 reprises dans la texture du roman. Et du coup, il lui donne une dimension, encore une fois, politique très grande, j'y reviendrai, mais je le dis tout de suite, pour montrer comment quelqu'un comme Hugo, qui vibre avec son temps, ne peut pas, même s'il a ses habits sous clé, écrire en dehors du présent. Et là, on touche, mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter, à quelque chose de profondément inscrit dans ce qui va donc s'appeler le romantisme, c'est-à-dire le poids de l'histoire, la présence de l'histoire, qui sera de plus en plus nette, et c'est pour ça que j'y reviendrai dans les séances suivantes, qui sera de plus en plus nette au fur et à mesure de ces romans-là. Voilà les contextes. Alors, regardons maintenant, et je vous ai dit, mon plan est très banal, dimension romanesque. D'abord, la première chose qui frappe, bien sûr, c'est cet exotisme médiéval, appuyé, je vous l'ai dit, sur une documentation impressionnante. Et au-delà même des dizaines de livres qu'il a lus, il a toujours ces énormes dictionnaires historiques sur sa table. Et c'est vrai que quand on s'en plonge dans les mêmes dictionnaires historiques, on voit, j'allais dire directement, d'où vient cette documentation. Alors bien sûr, aujourd'hui comme au XIXe siècle, nous avons les monuments que nous connaissons. La cathédrale Notre-Dame de Paris, l'hôtel de ville, la conciergerie. Je me souviens quand j'enseignais au lycée à Créteil, j'emmenais toujours mes élèves faire le tour. Nous étudions Notre-Dame de Paris et je les emmenais faire le tour. Et nous montions même tout en haut de la tour de Notre-Dame, d'où Frollo et Quasimodo regardent mourir Esmeralda, et ça les frappait beaucoup. Et je leur disais, mais oui, Paris n'a pas changé de ce point de vue-là. Et il y a aussi des monuments dont... que nous ne voyons plus, mais dont nous avons une représentation très précise, la Bastille, parce que notre fameux roi Louis XI, le Louvre n'existe pas, Versailles encore moins, il habite son palais, c'est la Bastille. Alors vous imaginez quelqu'un comme Victor Hugo, nous y reviendrons, ce qu'il peut en faire. Et donc quand nous voyons que ce bon roi, bon avec plein de guillemets, hein, Louis XI est un roi épouvantablement sanguinaire, ce bon roi reçoit en sa Bastille, nous avons toutes nos représentations. La documentation de Hugo est telle qu'il arrive à se représenter le Paris médiéval et à se le représenter d'un point de vue qui ne nous surprend plus, mais qui surprend beaucoup à l'époque, à vol d'oiseau. C'est-à-dire avec un double, il y a un chapitre qui s'appelle Paris à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a un double travail de l'imagination à partir de sa documentation tellement précise. Ce double travail consiste à se représenter le Paris du Moyen-Âge, et ensuite à se le représenter vu d'en haut. Je veux dire, il faut avoir une imagination extraordinaire, une imagination incroyablement visuelle, et c'est le cas de Victor Hugo, dont je dis toujours qu'il aurait été enchanté du cinéma, tellement il est visuel, et ce Paris à vol d'oiseau, c'est tout simplement sidérant. Alors, il y a aussi une documentation au-delà des monuments sur les coutumes, la fête des fous, les mystères, sur les rapports sociaux. Nous voyons dans le roman les nobles, les ecclésiastiques, le peuple, les bizarreries sociales. Nous entrons dans la fameuse cour des miracles, qui est, et j'y pense chaque fois que j'y vais, c'est l'actuel Forum des Halles. C'était là qu'était la cour des miracles. Et ces Égyptiens, qui sont en fait des Bohémiens. Mais on sait d'où vient l'appellation d'Égyptiens pour Hugo. Nous voyons le trou aux rats, qui est place de l'hôtel de ville et sa recluse. Et nous voyons fonctionner les institutions du Moyen-Âge, puisque nous entrons dans un tribunal, nous entrons aussi dans la salle de torture, qui est attenante à tous les tribunaux de l'époque, puisque la torture légale existe, j'y reviendrai. Et il y a aussi une immense documentation de Hugo sur le parler populaire. Hugo est d'emblée extrêmement attentif, on l'a déjà vu dans Le dernier jour d'un condamné, attentif aux parlures, hein, à ce que chaque langage a de spécifique. Et quand il fait parler les braves gens, les braves gens de la rue, ou le bas-fond de la cour des miracles, c'est un langage très haut en couleur. Au-delà de cet exotisme médiéval, nous avons
un roman noir, j'allais dire au sens anglais. Et de fait, Camus, alors là, vous m'excuserez, ça va arriver très souvent. Ça arrive dans les deux sens. Donc, je crois que je m'en apercevrai, vous avez raison de rire. Hugo, donc, est très influencé par le roman noir anglais. Il s'en est enivré, et ils sont traduits, il s'en est enivré pendant toute sa jeunesse. Disons en quelques mots, cette intrigue que nous lisons, elle a ses racines 15 ans avant, dans un fait qui est très très habituel du roman noir, une histoire de substitution d'enfants. Puisqu'une jolie petite fille de Reims a été enlevée et remplacée dans son berceau par un enfant extrêmement mal formé, quasiment monstrueux, de bohémien. C'est un des ressorts du roman noir. Et pendant l'intrigue elle-même, nous avons un archiprêtre qui est amoureux de cette petite fille devenue jeune fille et qui se venge de ses refus en la faisant passer pour une meurtrière. Et en la livrant à la justice qui la condamne à mort, on a là un schéma extrêmement habituel du roman noir. Mais, et je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir quand on lit Notre-Dame de Paris, on lit un roman palpitant. Mais c'est aussi, et alors ça, évidemment, tout le monde le sait avec les différentes adaptations qui en ont été données, un roman d'amour. Mais des amours compliqués. Au centre, cette belle jeune fille, Esmeralda, qui a été élevée comme une bohémienne, et qui fait une entrée éblouissante dans le roman. Ah, l'entrée d'Esmeralda dans le roman. Bien sûr, on ne la voit pas, elle, directement. On voit d'abord, et ça aussi, c'est un procédé cinématographique, on voit des gens qui sont en train de la regarder. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse. Elle danse sur le pavé parisien. Et la description de la danse d'Esmeralda est une chose absolument extraordinaire. Et on voit tout cet éblouissement des gens qui la regardent, et quelque chose qui est de beaucoup plus sombre, Esmeralda à travers les yeux de l'archidiacre Frollo, nous y viendrons. Nous la voyons en train de danser dans une rue de Paris, puis elle rentre à la cour des miracles dont elle est une des reines. Alors autour, bien sûr, et vous savez tout le parti qui en a été tiré dans une certaine comédie musicale, autour d'Esmeralda, 4 hommes qui la désirent ou qui l'aiment et qui sont aussi différents que possible. Et j'allais dire, le côté romanesque de Notre-Dame de Paris repose au moins autant sur ce roman noir que j'ai défini tout à l'heure que sur ce quatuor autour de Esmeralda. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais prenons-les comme ils viennent. L'archiprêtre de Notre-Dame de Paris, Claude Frollo, il traque les femmes comme Esmeralda qui sont accusées de sorcellerie, mais en même temps, le vœu de chasteté qu'il a fait en tant que prêtre fait flamber en lui le désir. Et un désir d'autant plus possessif qu'il est transgression, et que, évidemment, il va se heurter à un refus horrifié d'Esmeralda. Le capitaine Phébus, 2e homme, celui qui va épouser l'aristocratique Fleur de Lys, bien sûr, elle est aristocrate, mais qui ne dédaignerait pas une petite aventure avec cette jolie fille, d'autant que cette jolie fille se jette dans ses bras. Le poète raté. Vous voyez, nous avons un prêtre, un capitaine, un poète. Nous avons déjà 3 couches de la société. Un poète raté, Gringoire, qui par un invraisemblable concours de circonstances devient son familier, mais qui ne fait absolument rien pour la sauver. Gringoire est cette espèce de raté qui a Esmeralda et qui préfère s'en aller avec la chèvre. Si, je vous assure, je n'invente rien. Parce qu'Esmeralda, c'est quand même beaucoup trop compliqué. Poète raté, je vous le dis, pas simplement en tant que poète. Et puis il y a Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame, difforme, monstrueux, et qui se prend pour Esmeralda d'un amour sans espoir, un amour totalement généreux, totalement sacrificiel, et qui, une fois au moins, arrive à la sauver de la mort, même s'il n'y arrive pas la seconde fois. Donc, vous l'avez compris, ce roman d'amour devient un roman de mort. Parce que cette histoire de jalousie, de possessivité, à cause de Frollo, va mener à la mort 3 des 5 protagonistes, c'est-à-dire Frollo, Quasimodo et Esmeralda. Les 2 autres, Phébus et Gringoire, le beau militaire et le poète, tombant ou restant d'ailleurs dans la médiocrité qui les caractérise depuis le début. Mais
Ces ingrédients romanesques qui existent et qui portent puissamment le roman et qui font l'intérêt de sa lecture, et franchement, il faut lire, bien au-delà de toutes les adaptations des pires aux meilleurs, il faut quand même lire le roman, c'est évident, c'est tout autre chose. Donc l'intérêt romanesque, il est là, mais déjà, on a un roman d'un nouveau type à cause de l'abondance des digressions. Et ces digressions qui vont devenir absolument tentaculaires dans les romans ultérieurs, on voit Hugo, au fur et à mesure de son travail, les amplifier. C'est-à-dire qu'au fil de l'écriture, ce qui devait être un roman à la Walter Scott, où il n'y a pas de grande digression, prend, je vous l'ai dit d'un point de vue politique tout à l'heure, mais prend aussi dans tous les domaines, une ampleur, une ampleur de projet, c'est les dimensions sur lesquelles je viendrai tout à l'heure. Hugo se permet une foule de digressions. Alors nous verrons successivement la dimension sociopolitique qui est présente dans le roman et soulignée par les digressions, et la dimension philosophique. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ces dimensions-là existent qu'elles écrasent la dimension romanesque. Le romanesque est présent partout, hein, et porte le roman sans arrêt. Donc, ne vous dites pas « Oh là là, c'est un roman philosophique, c'est un roman politique ». Non, on peut très bien le lire à ce premier niveau que je viens de dire, et on ne se trompe pas. Dégager d'autres niveaux, ce n'est pas à annuler ce que je viens de dire. Hein. Et à la limite, si vous lisez ce roman comme un roman noir, un roman d'amour et un roman de mort, vous ne faites pas de contresens. Mais après tout, on peut faire ce que Hugo demande, être un lecteur pensif, c'est-à-dire un lecteur qui pense, et pensif pour lui, ça veut dire penseur, hein, et s'interroger au-delà, surtout quand l'on sait les modifications qu'il a apportées et qui vont dans ces deux sens. Donc d'abord une dimension sociopolitique, la critique des pouvoirs d'abord. D'abord la critique des pouvoirs ecclésiastiques. C'est un roman extrêmement anticlérical. Hugo, disons-le rapidement, est croyant, mais anticlérical, même à ce moment-là où il est royaliste, il est anticlérical. D'ailleurs, il est aussi contre la peine de mort, alors que le camp monarchiste à l'époque, s'appuie sur le bourreau et le prêtre. Lui est anticlérical et contre la peine de mort. Donc, vous voyez, il n'est pas tout à fait copie conforme. Donc, roman très anticlérical, il montre que l'Église catholique est dans une collusion scandaleuse avec les autres pouvoirs. Il montre aussi des contradictions qui s'incarnent en Frollo. L'Église condamne la superstition, alors même que ses membres s'y adonnent, puisque Frollo fait condamner Esmeralda comme sorcière et lui-même s'adonne à l'alchimie, secrètement, puisque l'alchimie est considérée comme une pratique diabolique. La critique des pouvoirs ecclésiastiques s'appuie aussi sur ce à quoi j'ai déjà fait allusion et qui va au-delà du fonctionnement même de l'Église institution, mais enfin quand même, le vœu de chasteté qu'elle impose à ses prêtres, pour Hugo, est tellement anti-nature que cela fabrique des prédateurs, puisque c'est très exactement ce qu'est Frollo. Prédateur au point de dire, si elle n'est pas à moi, je préfère qu'elle meure, et qu'il la pousse à la mort, Esmeralda. Critique aussi des pouvoirs judiciaires. On a, puisqu'Esmeralda est condamnée comme sorcière, accusée et condamnée comme sorcière, on assiste au déploiement de l'institution judiciaire, et c'est peu de dire que c'est une institution fermée sur elle-même, puisque le procès est présidé par un juge sourd, mais complètement sourd. Et il interroge, il n'entend pas les réponses, et il condamne. Ça vaut la peine, hein, la scène de l'interrogatoire d'Esmeralda. On a aussi, puisqu'on le voit sur Esmeralda, l'utilisation de la torture légale, puisque le meilleur moyen pour être sûr d'avoir un accusé, c'est de le faire avouer, le meilleur moyen de le faire avouer, c'est de le torturer. Et pour Esmeralda, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que voilà, elle ne comprend absolument pas ce qui lui arrive, et que donc elle avoue tout ce qu'on veut bien lui faire avouer,
et qu'elle reconnaît être sorcière, ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas parce qu'elle a appris à sa chèvre à jouer au domino qu'elle est sorcière. C'est simplement qu'elle a bien appris à sa chèvre à jouer au domino. Et puis l'on voit aussi ce rituel mi-religieux, mi-judiciaire de la condamnation à mort et de l'exécution par pendaison qui fait absolument frémir, mais ce sont toutes choses qui existaient au Moyen-Âge, et la condamnation à mort existait peut-être différente, c'est-à-dire c'est la guillotine, mais Victor Hugo a dit tout le mal qu'il en pensait. Et puis bien sûr, critique des pouvoirs politiques. Ce pouvoir royal de Louis XI qui est en train de passer à la monarchie absolue. À la fois par l'autoritarisme, par le machiavélisme. Louis XI est montré comme un puissant, quelqu'un qui sait très très bien manipuler tous les corps intermédiaires, et puis aussi par la cruauté. Il fait enfermer ses opposants avec des raffinements de cruauté qui sont passés à l'histoire. Mais on a aussi la critique des pouvoirs intermédiaires qui tentent de limiter la monarchie absolue, mais pas du tout pour des raisons de principe démocratique, mais pour les confisquer à leur profit. Ce sont tous les corps intermédiaires, par exemple les aristocrates ou les notables de l'Église catholique. Mais on a, et ça c'est très intéressant, un exemple de démocratie, de vraie démocratie, sauf qu'il nous vient d'ailleurs, il nous vient de Belgique. Le roi Louis XI reçoit les bourgeois de Gand. Gand, la ville belge. Les bourgeois au sens des gens qui dirigent la ville de Gand, en particulier avec Coppenole, qui traite d'égal à égal avec le roi de France. Vous allez me dire pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il a l'argent que le roi de France n'a pas. Il en dépense tellement en dépenses somptuaires que ce roi de France a besoin de l'argent des bourgeois de Gand. Et donc, le bourgeois de Gand vient chez Louis XI et est reçu d'égal à égal, sauf que lui, il se revendique pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un homme du peuple, investi momentanément d'un pouvoir. Et il se permet même de mettre en garde le roi de France, en lui disant que des pouvoirs comme le sien, ça n'est peut-être pas cela qui est promis à l'avenir. Et on a cette scène extraordinaire où Coppenole vient de sortir et Louis XI est quand même... Il ne peut rien contre ce bourgeois, alors qu'il n'aurait qu'une envie, c'est le mettre aux oubliettes. Mais il ne peut rien contre lui, il a besoin de lui. Et il est impressionné et il s'appuie contre une des colonnes de la salle du trône de la Bastille. « Mais toi, ma vieille Bastille, tu ne t'écrouleras pas. » Non, tu ne t'écouleras pas. Il suffit d'attendre 1789. Autrement dit, Hugo inscrit, et vous voyez que je suis déjà un peu plus loin déjà dans mon propos, mais inscrit la critique du pouvoir monarchique dans le tissu même, tout simplement par le biais de ce face-à-face avec ces bourgeois de Gand, dont l'histoire nous raconte qu'ils avaient inventé la démocratie bien avant la Révolution française. Ce que le roman fait aussi, et qui renforce cette dimension sociopolitique, c'est une mise en évidence, mais lumineuse. Et là, il n'y a pas besoin de grands discours. Des rapports entre ces pouvoirs et le peuple. Parce que jusque-là, j'ai parlé des grands, des puissants. Le peuple ne compte pour rien dans cette France médiévale. Mais il est constamment présent dans le roman. Pourquoi? Parce que le peuple est constamment spectateur. Tout se passe dans la rue. Bien sûr, il y a des entrevues dans le palais. Bien sûr, le pouvoir judiciaire est à l'intérieur de la conciergerie. Mais le cérémonial macabre dont je vous parlais se passe dans la rue. Le grand défilé des notables qui vont voir le roi de France, c'est dans la rue. Et comme les rues sont très étroites, le peuple voit tout. Le condamné à mort passe dans la rue. Et puis, on a l'attaque de la cathédrale par la cour des miracles. C'est dans la rue, puisque les
tous les mendiants, etc., de la cour des miracles veulent aller délivrer leur reine Esmeralda, dont on leur dit qu'elle est prisonnière, dans la cathédrale. Ils se trompent complètement, mais ils attaquent donc. Et là, ça se passe vraiment dans la rue, puisqu'ils viennent de la cour des miracles, et ils vont attaquer Notre-Dame dans une scène absolument extraordinaire vers pas tout à fait la fin du livre. Et puis le tout début se passe aussi dans la rue. Il y a eu une représentation d'un mystère dans la salle des pas perdus de la conciergerie, et puis on a la fête des fous, et puis on a Esmeralda qui danse. Veut dire, les 2/3 de Notre-Dame de Paris, du roman, se passent dans la rue. Et le peuple qui n'a donc strictement rien à voir, enfin rien à faire, qui n'a aucun pouvoir, il regarde, il commente. Et on a constamment la narration qui est interrompue par cette espèce de vox populi, de chœur, si vous voulez, de gens qui s'expriment. Alors, aussi bien avec la sagesse populaire, on a les braves commères du coin qui ont des dialogues extraordinaires, hein, mais la saveur d'abord la saveur du langage, j'y reviens, je souligne parce que c'est important, et puis ce regard pointu, acéré, que l'on a toujours prêté au peuple de Paris face à cet étalage des puissants. Mais en même temps, le roman montre bien comment ce peuple est manipulé par les pouvoirs, justement parce qu'il est plein de superstitions et de croyances, et que tous les pouvoirs utilisent cette superstition pour manipuler le peuple et pour lui faire peur. Et Frollo est le premier à le faire aussi. Le peuple, en même temps, craint les bas-fonds de la cour des miracles. Parce que le peuple, ce n'est pas la populace des bas-fonds, voyez. Et tout cela apparaît très clairement comme des ensembles très proches. Parce que la cour des miracles est au plein cœur de Paris, très proches et en même temps ne se mêlant absolument pas. Le peuple a peur des bas-fonds de la cour des miracles, mais le roi manipule la cour des miracles contre les corps intermédiaires et contre les grands. Il y a donc une espèce de gigantesque partie qui se joue, et Esmeralda est au centre, bien malgré elle, une gigantesque partie qui se joue et qui montre la réalité des pouvoirs et des manipulations. Et du coup, Esmeralda et Quasimodo, qui sont issus tous les deux des bas-fonds. Esmeralda, parce qu'elle a été élevée comme une Égyptienne, et je vous ai dit, elle est une sorte de reine de la cour des miracles, et Quasimodo, parce qu'il en est venu aussi. Ils sont liés à la cour des miracles. Et en même temps, ils sont devenus des figures familières de la rue parisienne. Par exemple, il y a un moment où Quasimodo est exposé sur le pilori, parce qu'il a injurié et refusé de se laisser arrêter. Il est donc exposé au pilori. Le pilori, c'est vraiment aux yeux de tout le monde et à la vindicte de tout le monde. Donc tout le monde peut l'injurier, tout le monde peut le blesser. Et Esmeralda vient lui apporter de l'eau, alors qu'elle ne le connaît pas. Mais là aussi, ça se passe dans la rue. Et c'est presque au début du roman, Esmeralda et Quasimodo arrivent à ce moment-là à être comme tous les deux des symboles, et en même temps, c'est sur eux que va s'exercer le plus rudement l'oppression des pouvoirs. Et on va voir la signification que cela a. Donc, c'est tout simplement en montrant des scènes de rue, et quelques scènes qui ne sont pas dans la rue, que Hugo arrive à manifester de la façon la plus éclatante la réalité des rapports sociaux et politiques dans cette France médiévale. Mais encore une fois, cette France médiévale, implicitement, mais de façon extrêmement claire pour les lecteurs de l'époque, parle aussi de la France de 1830. Et j'en viens parce qu'elle va nous occuper assez longuement à cette dimension philosophique. Assez longuement, mais vous allez voir qu'elle vient, cette dimension philosophique, irriguer tout le reste. Et d'abord, je voudrais m'arrêter à la notion de fatalité que Hugo utilise dans Notre-Dame de Paris par le nom grec
Ananke. Dès la préface, il dit que c'est sur ce mot qu'est bâti le livre, Ananke. Et il imagine même que se promenant dans la cathédrale de Notre-Dame, lui, au XIXe siècle, il a vu écrit sur une colonne le mot Ananke. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre même, il montre Frollo en train de graver le mot sur cette colonne qui passe par son cabinet de travail. Donc vous voyez, la fiction et la réalité avec des guillemets se rejoignent. Frollo aurait gravé Ananke sur cette colonne et des siècles plus tard, un certain Victor Hugo aurait vu ce mot. Vous voyez que la préface rejoint aussi la fiction. Mais c'est mettre donc ce roman sous le signe de la fatalité. Et nous verrons dans les romans ultérieurs que c'est sous ce signe que Hugo va tracer une sorte de fil directeur entre ce premier roman et en particulier Les Misérables et Les Travailleurs de la mer. Ici, ce qui domine, c'est ce que Hugo, dans une préface aux Travailleurs de la mer, appellera l'Ananke des lois. Les lois sociales, les lois politiques, les lois religieuses, qu'il analysera sous d'autres formes dans les romans ultérieurs, mais dont il montre à quel point, dans la France ancienne, mais encore une fois, tout désigne en même temps la France de son époque, cette fatalité des lois peut devenir mortelle pour des êtres. Quasimodo et Esmeralda concentrent toute cette Ananke des lois qui pèsent sur eux. Mais d'une certaine manière, il montre que c'est aussi une loi, la loi du célibat, qui fait de Frollo une victime. Et cette victime va devenir bourreau. L'Ananke de la loi ecclésiastique fait que Frollo devient la fatalité d'Esmeralda. Et l'ouvrage déploie une très belle image, l'image de l'araignée et de la mouche. L'image type pour Hugo de l'Ananke, c'est la toile d'araignée. Mais de l'araignée, il le dira dans la Légende des siècles, on peut faire un soleil. C'est-à-dire qu'on peut transformer la fatalité en autre chose. Dans Notre-Dame de Paris, la fatalité, elle reste fatalité. Et on a une scène étonnante où Frollo lui-même regarde une mouche qui vole et qui se fait prendre dans une toile d'araignée. Il assiste à la mort de la mouche. Et l'image est évidente. La mouche, c'est Esmeralda, qui danse comme une libellule, comme un papillon, qui a la légèreté et qui est prise dans cette toile épouvantable de la jalousie de Frollo. Et lui-même, victime, effectivement, devient cette toile d'araignée pour Esmeralda. C'est que Hugo, déjà, à ce moment-là, croit qu'il y a une Ananke suprême au-delà des autres, qui est l'Ananke du cœur. C'est-à-dire que l'homme peut être pris aux antipodes de la générosité par une possessivité qui, encore une fois, fait de lui à la fois une victime et un bourreau. Et cette Ananke du cœur, Frollo n'arrive pas. Alors, bien sûr, c'est à cause de cet interdit que lui impose son statut, mais n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et c'est parce qu'il se laisse prendre lui aussi par cette Ananke du cœur, du désir, qui est aussi une Ananke du corps, qu'il devient cette fatalité pour Esmeralda. Et Hugo réfléchit beaucoup sur cette... Il y a un passage extraordinaire, un chapitre entier qui s'appelle « Fièvre », où Frollo part errer dans Paris, dans une espèce de délire incroyable, et qui se transforme en hallucination. C'est un chapitre d'une force très très grande, et où l'on voit bien qu'il n'arrive absolument plus à maîtriser quoi que ce soit, même pas son imaginaire, dans l'état où il est.
je fais une parenthèse pour dire que dans le texte, Notre-Dame de Paris est un livre violent. Et je trouve que c'est un de ses grands attraits. Donc, la fatalité. Alors, bien sûr, en face de la fatalité, tout le trajet de Victor Hugo sera de se demander quelle place il y a pour la liberté de l'homme. Mais dans cette France médiévale, et peut-être aussi, le pense-t-il, dans cette France de 1830, la place de la liberté, pour le moment, il ne la voit pas, sinon dans la générosité, mais c'est une générosité sacrificielle, par exemple de Quasimodo. Mais on peut à peine parler de liberté, je vais revenir bien sûr sur Quasimodo, parce que rien n'est pensé, mais les seuls éléments qui peuvent desserrer ces noyaux de fatalité, ce sont bien ces gestes gratuits. Esmeralda qui vient donner à boire à Quasimodo sur le pilori, et Quasimodo qui enlève d'une main de fer Esmeralda au moment où elle va être pendue et court l'abriter dans l'asile de Notre-Dame, où on n'a pas le droit de venir la chercher. Cette scène est extraordinaire, où Quasimodo brandit, il la tient comme ça, en haut de la main, c'est une force de la nature, il la brandit et il crie « Asile ». Puisqu'il vient d'arriver en courant sous le porche de Notre-Dame. C'est une scène extraordinaire, sauf que Esmeralda ne peut plus sortir de la cathédrale. Donc, il y a ces quelques gestes, mais ils ne peuvent pas empêcher que la fatalité des lois ne se referme, et sur Quasimodo et sur Esmeralda. Je signale encore une autre fatalité du cœur, c'est la recluse dans la tour Aura. La recluse qui, sans le vouloir, mais parce qu'elle est obnubilée, découvre à la fois qu'Esmeralda est sa fille et l'envoie à la mort, mais sans le vouloir. Tout simplement parce qu'elle prend et elle tient. C'est une scène épouvantable. On a aussi, vous lirez tout cela, on a aussi dans cette dimension philosophique une philosophie de l'histoire. Hugo insère, et c'est certainement les apports majeurs qu'il fait en 1830, une méditation sur la succession des civilisations. Et cette méditation, il l'insère dans le livre à partir de l'architecture, c'est-à-dire à partir de Notre-Dame comme cathédrale. Parce qu'à partir de cette architecture de Notre-Dame, il évoque toutes les architectures antérieures. Les Égyptiens, ça remonte loin, c'est une histoire des civilisations, qui toutes étaient signes de pouvoir politique ou de pouvoir religieux. Et il réinterprète l'histoire de l'humanité à travers les architectures, symboles de pouvoir. Mais en même temps, tout cela aboutit à un chapitre digressif, complètement là, compliqué, que souvent on a envie de sauter, mais qu'il ne faut pas sauter, qui s'appelle « Ceci tuera cela ». Alors, « Ceci tuera cela », c'est Frollo qui a en main un livre et qui montre la cathédrale et qui dit « Ceci, le livre, tuera cela, la cathédrale ». L'on sait que la cathédrale se veut un livre de pierre dans des siècles où le peuple ne sait pas lire. Mais cela va au-delà. La cathédrale, je vous l'ai dit, est aussi symbole de pouvoir. Or, le livre, d'une part, est interprété comme progrès démocratique, tout le monde saura lire un jour, et le livre en plus est plus maniable, c'est le petit livre qui peut se diffuser. On ne peut pas reproduire Notre-Dame de Paris à des milliers d'exemplaires. Le livre, même au tout début de l'imprimerie, on sait qu'on peut le reproduire, et Hugo est, lui, contemporain de progrès absolument fulgurants dans la diffusion de l'écrit et de l'imprimé, en particulier du journal. Donc ceci tuera cela, c'est que à travers le livre, il va y avoir un pouvoir plus diffus. Et l'imprimerie, elle aussi, va devenir le symbole du pouvoir, non plus des puissants, mais du pouvoir des mots. Un pouvoir fondé sur le savoir pour tous et qui pourra renverser les pouvoirs politiques et religieux. Ceci, le livre, tuera cela, la cathédrale, mais vous voyez bien sûr à un niveau symbolique.
Et c'est l'inéluctable progrès de l'humanité. D'une civilisation à l'autre, elle se libère des fatalités. Même si les individus restent écrasés dans cette France médiévale par la fatalité, ce que dit déjà Frollo, vous voyez, c'est même Frollo qui le dit, hein, mais ce que dit Hugo à travers cette histoire, c'est que d'une civilisation à l'autre, l'humanité se libère de ces fatalités, allège les poids, même si, évidemment, des retours en arrière sont fréquents. Parce que, revenons maintenant à Quasimodo et à Esmeralda. Que représente Quasimodo? Quasimodo. Ça veut dire, pas tout à fait, presque. Il est appelé comme ça parce que c'était le premier mot du début de la liturgie du dimanche après Pâques. Et Frollo, qui l'a recueilli, lui a donné le nom du dimanche où il l'a recueilli. Donc il l'a appelé Quasimodo, parce qu'il ne sait pas comment il s'appelle, cette espèce de petit... Il l'a recueilli tout bébé. Que représente Quasimodo? Parce que chez Hugo, tout a valeur à la fois romanesque et symbolique. Quasimodo, c'est évidemment le peuple non encore advenu. Regardons d'où il est parti. Il est des bas-fonds, il a été abandonné à Reims, il a été il a été substitué à Reims, on l'a apporté à Paris, on l'a abandonné dans Notre-Dame de Paris. Il a été élevé par Frollo, l'archidiacre, hein, le peuple qui a été recueilli par les ecclésiastiques, mais en même temps soumis à une obéissance totale. Il est un presque comme, il est encore dans les limbes de l'histoire, il n'a pas droit à la parole, Quasimodo ne parle pas, mais il a un cœur. Parce que il, je vous l'ai dit, se prend d'un amour total, généreux, ne demandant strictement rien en échange pour Esmeralda, tout simplement parce qu'elle est venue vers lui et lui a donné à boire. Il y a cette affirmation d'une générosité intrinsèque dans le peuple qui passe par ces deux gestes d'aide réciproque d'Esmeralda, Quasimodo et vice-versa. Si Quasimodo aime de cet amour totalement oblatif Esmeralda, c'est donc que le peuple sait reconnaître la générosité et sait reconnaître la beauté. Et il est temps maintenant de venir au dénouement de Notre-Dame de Paris, que, hélas, presque toutes les adaptations passent sous silence. Il y a deux derniers chapitres, l'avant-dernier et le dernier. L'avant-dernier s'appelle « Mariage de Phébus ». Il est totalement ironique. Phébus fit une triste fin, il se maria. Il épouse Fleur de Lys, et puis voilà. Et puis, il y a un dernier chapitre, et rarement on s'en souvient. Il s'appelle « Mariage de Quasimodo ». Je vous jure, mariage de Quasimodo. Et qu'est-ce que c'est que ce mariage de Quasimodo? Quasimodo n'a pas pu empêcher une deuxième fois, n'a pas pu sauver une deuxième fois Esmeralda de la mort. Elle est sortie de Notre-Dame, et immédiatement, elle s'est fait reprendre, et vous lirez l'histoire compliquée. Et elle est donc pendue. Il a assisté du haut de Notre-Dame à cette pendaison. Il a précipité Frollo en bas des tours de Notre-Dame, parce qu'il sait que c'est lui qui l'a livré. Et puis ensuite, on ne sait pas. Sauf qu'on sait que longtemps plus tard, dans le charnier de Montfaucon, là où l'on mettait le corps des prisonniers exécutés, bien écoutez, Hugo le dit bien mieux que moi, alors je vais vous lire, et puis quand même je ferai un tout petit commentaire. 2 ans environ ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Daim qui avait été pendu 2 jours auparavant et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses 2 squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassés. L'un de ces 2 squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche,
et l'on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrézarac avec un petit sachet de soie orné de verroterie verte qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau, sans doute, n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait, il tomba en poussière. C'est comme ça que ça se finit, Notre-Dame de Paris. Mais ça s'appelle mariage de Quasimodo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une réécriture magistrale du mythe de la Belle et de la Bête. Sauf que, dans la France médiévale, la bête ne se transforme pas en prince, mais tombe en poussière. Mais Quasimodo est venu mourir en enlaçant le cadavre et il s'est laissé mourir en enlaçant le cadavre d'Esmeralda. Donc, il y a ce mariage de la Belle et de la Bête, mais il n'y a pas transfiguration immédiate, mais il y a ce petit sachet de verroterie verte qui donnait son nom à Esmeralda, l'émeraude. Le vert est la couleur de l'espoir. Et il est évident que dans ce mariage de Quasimodo, cette réécriture de la Belle et de la Bête s'inscrit en symbolique le fait que le peuple qui est capable de comprendre la générosité, qui est capable d'embrasser la beauté et de mourir pour elle, un jour, il deviendra prince. Je vous remercie.